Pour commencer, rappelons la théorie sur les valeurs propres, les vecteurs propres et la diagonalisation. L'équation fondamentale est ici. Alors, en version application linéaire espace vectoriel ici, et en version matrice là. Et alors, ce sont deux équations particulièrement simples, qui sont extrêmement utiles parce qu'elles permettent de simplifier quelque chose de compliqué en quelque chose d'extrêmement simple. On a un multiple ici. Autrement dit, x, quand on le met dans f, il est transformé en son multiple. Grand X, quand on la multiplie par la gauche par la matrice A, est transformé en son multiple. Ce sont des équations qui ont énormément d'applications et qui permettent de simplifier plein de choses. Donc ça, c'est absolument à connaître. Alors, à remarquer qu'en jaune ici, on a ce qu'on appelle la valeur propre, et en x en vert ici, c'est ce qu'on appelle le vecteur propre, qui doit absolument être non nul, parce que en fait, cette équation est toujours vraie pour x égale 0, donc ça n'a aucun intérêt. Alors ça, ce sont les équations fondamentales, mais c'est intéressant de savoir les mettre sous une autre forme. Et donc par exemple, on peut tout faire passer sur la gauche pour obtenir ça, et on peut tout rassembler pour faire intervenir une application dont x appartient au noyau. Et ici, une matrice, et x, quand on multiplie à droite cette matrice par x, on obtient 0, donc ce qui revient un peu au noyau aussi. Alors à remarquer que les équations qu'on trouve dans le monde des espaces vectoriels avec les applications linéaires sont vraiment reflètent l'équation qu'on trouve avec les matrices et les coordonnées. Donc cette transformation est très très utile à connaître pour les problèmes et pour comprendre qu'une recherche de vecteurs propres, bah, finalement, c'est un petit peu comme une recherche de noyau, puisque ceci, ça veut dire que x est dans le noyau de l'application là. Et donc comme x est non nul, ça veut dire que ce noyau n'est pas réduit au singleton 0 et qu'en particulier l'application f moins lambda identité de E n'est pas injective. Donc ça c'est l'équation fondamentale qui concerne, qui définit ce qu'est une valeur propre et qui définit ce qu'est un vecteur propre, et c'est ce qu'on utilisera dans nos rédactions. Alors, ces équations-là présentent valeur propre et vecteur propre ensemble. Et on peut remarquer qu'il est possible de séparer la notion de valeur propre de celle de vecteur propre en remarquant que lambda va être une valeur propre de f si et seulement si le noyau n'est pas réduit au singleton 0, autrement dit si l'application n'est pas injective. En termes de matrice, ça revient à dire, là on est en dimension finie alors que là on n'est pas forcément en dimension finie, ça revient à dire que la matrice n'est pas inversible. Et les matrices pas inversibles, on peut aussi les caractériser par le fait qu'elles ont une relation de dépendance linéaire sur les colonnes, ça sera très précieux pour nous. Ou des relations de dépendance linéaire sur les lignes, ça le sera un peu moins. Dans beaucoup de sections, on utilise le fait que le déterminant de la matrice doit être nul, et dans les sections qui n'ont pas le déterminant à partir de la dimension 3, on utilise plutôt le rang. Ça revient à dire que le rang de la matrice est strictement inférieur à sa taille. Autrement dit, on a ici à droite des notions qui ne font intervenir que lambda la valeur propre et qui permettent de caractériser le fait d'être une valeur propre ou pas. Alors ça, c'est particulièrement utilisé par le dogme de la méthode classique de diagonalisation qui est inefficace. Nous, on utilisera plutôt ça. Ensuite, il reste à expliquer ce qu'est une application à une matrice diagonalisable. Pour être diagonalisable, il faut qu'on puisse trouver une base formée de vecteurs propres. Donc l'espace dans lequel on travaille, alors qui est un espace E de dimension finie pour f, ou alors les colonnes, l'espace des colonnes pour une matrice carrée, il faut que cet espace vectoriel admette une base formée de vecteurs propres. Alors ici x1, xn ce sont les vecteurs, on a grand x1, grand xn les matrices de coordonnées de ces vecteurs qui correspondent, et alors quand ces choses-là sont diagonalisables, il est possible d'écrire la matrice A comme le produit P, D, P-1, où D est une matrice diagonale, et donc c'est la matrice de F dans cette base B là qui est particulièrement agréable, qui met la matrice de F sous une forme diagonale, c'est génial. Et P, c'est tout simplement la matrice de la base dans la base canonique. Autrement dit, on a juste besoin de mettre les coordonnées des vecteurs, c'est-à-dire x1, x2, xn, grand x1, en colonne, en dessous des valeurs propres qui leur correspondent. Et donc, voilà essentiellement résumé sur ce tableau,
une grande partie, la presque totalité, il reste quelques notions, une grande partie de la théorie que nous allons utiliser pour arriver à nos fins en diagonalisant, ou alors pour montrer qu'une matrice n'est pas diagonalisable. Dans cette vidéo, nous allons présenter la méthode moderne de diagonalisation des matrices qui repose sur l'idée fondamentale suivante. On commence par choisir une valeur numérique pour lambda, qu'on reporte dans la matrice A moins lambda IN, et cette matrice carrée a donc n colonnes avec des nombres. Alors il est possible, si la valeur de lambda a été bien choisie, de trouver une relation de dépendance linéaire sur ces colonnes, si on a correctement deviné la valeur propre. Et le fait qu'on ait obtenu une relation de dépendance linéaire sur les colonnes donne trois bénéfices. Le premier bénéfice, c'est que ça prouve que lambda est une valeur propre de A puisque la matrice n'est pas inversible. Le deuxième bénéfice, c'est qu'on obtient que x1, xn, la colonne x1, xn, est vecteur propre de A pour le lambda qu'on a choisi. Tout simplement parce que cette colonne ici, elle est égale à A moins lambda in fois x1, xn. Et il y a un troisième bénéfice qui est complètement méconnu, ça m'a pris 15 ans pour le réaliser, c'est que une fois qu'on a trouvé une relation sur les colonnes comme ceci, ça nous débloque pour la suite, ça nous donne un renseignement extrêmement précieux. On peut s'inspirer de cette relation de dépendance linéaire pour fabriquer une opération élémentaire sur les colonnes. Donc par exemple, on n'a qu'à prendre ça, et on divise, on modifie la colonne i, et on divise par le nombre xi. Alors il faut avoir un xi non nul dans notre relation de dépendance linéaire. Et donc du coup, comme le coefficient de la colonne i sera égal à 1, ça sera effectivement une relation, une opération élémentaire sur les colonnes qui ne va modifier ni le déterminant ni le rang. Mais par contre, en pratique, ça va considérablement simplifier la résolution de ces deux équations-là, puisque chaque opération élémentaire qu'on fabrique de cette façon-là va permettre de diminuer la dimension de 1 dans la résolution de ces équations-là. Autrement dit, le fait de trouver des relations de dépendance linéaire sur les colonnes donne trois bénéfices. On trouve simultanément une valeur propre et un vecteur propre qui va avec. C'est un gros bénéfice parce que plutôt que de chercher les valeurs propres d'abord et ensuite les vecteurs propres en résolvant des systèmes, on fait d'une pierre deux coups. Mais on a aussi un troisième bénéfice qu'on va pouvoir exploiter pour les cas compliqués où ça arrive que les diagonalisations de matrices soient un petit peu difficiles avec des valeurs propres qui contiennent des racines ou des nombres complexes. Et ça sera utile dans le cas difficile de diagonalisation des matrices. Alors juste une remarque, on pourrait se dire mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose avec les lignes? Avec les lignes, on attrape quand même le bénéfice 1 et le bénéfice 3. C'est-à-dire que si on a une relation de dépendance linéaire sur les lignes, on remarque tout de suite que lambda est effectivement valeur propre, et l'opération sur les lignes va également simplifier la résolution de ces deux équations-là. Par contre, il n'y a pas de lien entre les lignes et les vecteurs propres, et donc on perdra le bénéfice numéro 2. Et donc cette idée fondamentale est ce qui va faire marcher et nous donner des calculs agréables et rapides dans toutes les techniques pour la suite. Alors il existe une manière simple, rapide, sûre et légère en calcul de rédiger une diagonalisation de matrice. Ça consiste à procéder de la manière suivante. On fait toute la partie recherche, analyse, calcul sur son brouillon. Et sur son brouillon, on finit par trouver le bon nombre de valeurs propres et le bon nombre de vecteurs propres qui vont avec. Ensuite, sur sa copie, l'objectif, c'est de faire une démonstration très très courte, très sûre, où on vérifie nos calculs. En fait, elle devrait tenir pour une matrice 3-3, elle tient en 4 lignes, une 4-4 en 5 lignes, une 6-6 en 7 lignes. En fait, il y a une ligne par couple de valeurs propres, vecteurs propres, et une ligne de conclusion. Donc c'est très très court. Pour une matrice 3-3, ça prend 4 lignes. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, par exemple, si on prend cette matrice-là, alors pour l'instant, passons un peu sur la recherche au brouillon, qu'on expliquera plus tard dans la vidéo, mais en fait, on passe du temps un petit peu au brouillon, ça va vite, ça prend 3 minutes. Et on finit par trouver 3 valeurs propres sympas,
avec des relations sur les colonnes qu'il est possible de traduire en vecteurs propres qui devraient bien marcher. Vous voyez, une fois la colonne 1, une fois la colonne 2, 0 fois la colonne 3, ça donne celui-là. 0 fois la colonne 1, une fois la colonne 2, une fois la colonne 3, ça donne celui-là. Une fois la colonne 1, 0 fois la colonne 2, une fois la colonne 3, ça donne celui-là. Autrement dit, à partir d'une relation de dépendance linéaire sur les colonnes, on trouve facilement un suspect vecteur propre qui va. Et donc en gros, voilà, on a fait notre taf au brouillon et on a trouvé 3 valeurs propres et 3 vecteurs propres. Donc normalement, on a tout ce qu'il faut pour diagonaliser cette matrice-là, mais notre objectif maintenant, c'est de faire une démonstration nickel sur notre copie, mais très rapide, parce qu'on n'a pas que ça à faire. On veut faire d'autres questions en DS pour attraper des points. Donc on veut que ça soit rapide et sûr. Eh bien en fait, pour chaque couple de valeurs propres et de vecteurs propres, on affirme déjà que le vecteur propre qu'on a trouvé au brouillon est un vecteur propre de A pour la valeur propre qu'on a trouvé au brouillon, et on fait la vérification. Et la vérification, c'est juste ce petit calcul-là. On a juste besoin de faire A fois x1, et il faut trouver cette valeur-là fois x1 pour que ça marche. Alors, la matrice A étant écrite là, ce qui est important, c'est de ne pas blouser le correcteur. Il faut que le correcteur se rende compte qu'on fait effectivement les calculs. C'est important pour lui et pour vous. Parce que si vous blousez les calculs, que vous les faites pas réellement, que vous écrivez n'importe quoi là, vous faites pas réellement la vérification. Bon, en fait, il y a juste besoin de faire ça fois ça, donc ça fait 2 moins 1, bon, c'est là. Ensuite, sur la ligne là, ça fait 1 plus 0, c'est là. Et 2 moins 2, c'est des calculs extrêmement simples, c'est des additions d'entiers, on ne peut pas faire beaucoup plus simple que ça. Un petit coup de simplification, super méga facile, et après il faut juste se rendre compte que, oh, 1, 1, 0, c'est exactement 1 fois 1, 1, 0, j'ai trouvé. Voilà. Et donc cette étape-là, il faut la recommencer 3 fois parce que cette ligne-là justifie que vous avez bien trouvé un vecteur propre qui va bien avec cette valeur propre-là. Et donc il faut le faire pour les deux autres. Donc on peut mettre des bip parce que la phrase se répète, c'est un peu saoulant d'écrire 3 fois la même chose. En fait, la partie importante qu'il ne faut pas passer et ignorer, c'est celle-là, c'est la vérification. Et donc on a 3 phrases comme ça à écrire pour prouver rigoureusement qu'on a bien trouvé au brouillon nos valeurs propres et nos vecteurs propres. Et puis une fois que c'est fait, arrivé là, on a trouvé nos 3 valeurs propres, on a trouvé nos 3 vecteurs propres, on l'a démontré. Il ne nous reste plus qu'à conclure. Et donc on peut conclure que A est diagonalisable, et en plus que A est égal à P dP-1. Alors en fait, D, c'est la matrice diagonale que vous fabriquez avec vos valeurs propres. Alors vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, on s'en fout un peu. Nous les matheux, on a tendance à les mettre dans l'ordre croissant, mais là pour pas perturber les gens, je les ai mis dans l'ordre où je les ai écrits ici. Et par contre, la matrice P qui va avec, il faut faire très attention. Les vecteurs de la matrice P doivent correspondre aux valeurs propres qui viennent au-dessus. Donc 1, 1, 0 doit aller avec la valeur propre 1, donc il doit être en dessous. Donc en fait, vous avez le droit de changer l'ordre des valeurs propres, mais faites bien attention à bien écrire les vecteurs propres correspondants en dessous de leurs valeurs propres. Et puis voilà, on a une démonstration qui tient en 4 lignes. Alors on pourrait la réduire encore un petit peu, parce que vous voyez, la partie là, elle est redondante. Là en fait, il n'y a pas de démonstration en fait ici, il y a juste une affirmation. On dit que ça c'est un vecteur propre de ça, ça pour ça. Mais en fait c'est contenu dans ce calcul. Là on voit bien que x1 est un vecteur propre de A pour la valeur propre 1. Et donc on pourrait se permettre de blouser la partie là, de ne pas l'écrire et d'écrire seulement ça, mais ça serait pas très sympa pour le correcteur qui est un être humain quand même, et qui a envie d'avoir un peu de phrases en français pour comprendre ce que vous racontez. Donc en fait, ce petit bout de phrase, elle lui explique en français ce que vous faites, et ici vous avez la justification mathématique, le calcul est fait là. Voilà, là vous démontrez que vous avez juste ici. Voilà. Donc voilà, la démonstration optimale pour une diagonalisation de matrice 3-3. Ça prend 4 lignes maximum. Comparativement à la méthode classique qui fait une espèce de résolution de déterminant ou de rang qui prend déjà au moins une page et qui est juste abominable, et les gens ils ont faux en général, suivi de 3 résolutions de système qui est encore plus abominable. Avec la méthode classique, les gens ils mettent 2 pages pour diagonaliser une matrice, puis en général ils ont faux. Voilà. Avec cette méthode là, on a juste, ils ont fait des tout petits calculs tout gentils, des sommes d'entiers, ça va. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour diagonaliser une matrice.
En France, on suit plutôt le dogme de la diagonalisation classique, qui consiste dans un premier temps à trouver toutes les valeurs propres possibles en résolvant soit l'équation déterminant de A moins lambda in égale 0 dans les sections où on a accès au déterminant des matrices NN, et dans les autres sections, on a toujours accès au rang, on va résoudre l'équation rang de A moins lambda in strictement inférieur à n. Alors ça c'est une méthode super bourrin, super calculatoire, où on se trompe 3 fois sur 4, les étudiants n'y arrivent pas, mais on persiste en France à faire diagonaliser les gens comme ça. D'abord, on leur fait trouver les valeurs propres en résolvant ça. Ensuite, une fois qu'on a trouvé les valeurs propres de la matrice, le dogme de la diagonalisation classique fait résoudre autant de systèmes NN qu'il y a de valeurs propres en résolvant cette équation A moins lambda in fois X pour trouver les vecteurs propres qui vont aller avec lambda. C'est une méthode très très inefficace, très bourrine, qui dégoûte les étudiants en fait, qui n'y arrivent pas trop bien. Alors il y a d'autres techniques pour diagonaliser les matrices, mais souvent ces techniques, quand elles sont connues, elles sont vues avec mépris et dédain, alors qu'en fait elles permettent de diagonaliser sans calcul, rapidement, avec une rédaction super agréable. On est sûr d'avoir juste et les calculs sont vérifiés. Alors il y a toutes sortes de techniques que j'ai arbitrairement classées et ventilées comme ceci, en mettant les plus importantes en premier. Dans cette technique-là, on va chercher des relations de dépendance linéaire entre les colonnes, en général entre une ou deux colonnes, très facile. Et ça va nous donner à la fois une valeur propre et un vecteur propre. On peut aussi utiliser les capacités supérieures de l'être humain à détecter de la structure, des formes et à avoir de l'intuition. On va voir en détail, ça vous fait peut-être frémir qu'on puisse vous demander de faire appel à votre intuition. L'intuition, ça se travaille. Donc les qualités humaines font qu'il est possible très 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 rapidement de diagonaliser une matrice si on s'en laisse une chance. Et donc c'est une technique qui permet à la fois de trouver valeur propre et vecteur propre. Il y a la trace. Si une matrice est diagonalisable, la somme de ses valeurs propres est égale à la trace de la matrice, ce qui permet de trouver une dernière valeur propre qui manquerait. On peut utiliser aussi que quand la somme des nombres sur une ligne est tout le temps égale, eh bien, il y a une technique qui permet d'en déduire la valeur propre et le vecteur propre qui va aller avec. Donc on fait d'une pierre deux coups. Ensuite, dans des cas très complexes, très compliqués, qui sont rares, on peut être amené à utiliser autre chose que ces techniques-là qui permettent de traiter 95% des cas en 5 minutes. Et donc dans les cas atroces, compliqués, horribles, on peut être amené à faire un petit peu comme la méthode de diagonalisation classique, et c'est-à-dire à regarder ces équations-là. Par exemple, pour une matrice 2,2, toutes les sections ont accès au déterminant des matrices de 2. On peut faire comme ceci. On a un polynôme du second degré à résoudre. Ça va, c'est gérable encore. Pour les matrices de plus grande taille, on a une technique spéciale à la méthode moderne qui permet de simplifier ce calcul-là. Et c'est beaucoup moins gore et horrible que par la diagonalisation classique. Et de la même façon, pour rechercher les vecteurs propres, eh bien, on pourrait résoudre ce système-là, et on le fait de temps en temps quand on n'arrive pas autrement. Mais on le fait de manière maligne en essayant de limiter les calculs au maximum, et on a des opportunités pour limiter ces calculs. On n'est pas obligé d'être bourrin. Par ailleurs, il y a d'autres techniques qui ne sont pas enseignées qui permettent d'éviter d'en arriver là. Et donc voilà essentiellement l'éventail des techniques qu'on va couvrir dans cette vidéo. Vous allez voir, c'est extrêmement simple ce qu'on a là-bas, et ça va vous permettre de diagonaliser une matrice 6,6 en moins de 5 minutes. Une matrice 3,3 en moins de 3 minutes.